Lui, c'est Maurice. En 1965, il décida de placer ses 1 000 $ durement épargnés au cours de sa première année de salariat sur une seule entreprise. Contre toute attente, cette entreprise lui a délivré 19,8% par an en moyenne au cours des 60 années qui ont suivi, propulsant ainsi son investissement initial de 1 000 $ à plus de 55 millions de dollars. Parallèlement, si Maurice avait fait le choix de placer son épargne sur un indice comme le S&P 500, qui a historiquement délivré du 10,4% par an en moyenne sur la même période, son épargne serait valorisée seulement à 390 000 $. Mais quelle est donc cette entreprise qui a permis à Maurice de s'enrichir autant? Cette entreprise unique qui a bénéficié de son épargne, ce n'est autre que Berkshire Hathaway, le célèbre conglomérat piloté par Warren Buffett et Charlie Munger. Dans cette vidéo, j'aimerais mettre en lumière cette fabuleuse entreprise qui pourrait avoir sa place dans n'importe quel type de portefeuille. Je vous propose donc de dérouler cet épisode en 3 temps. Premièrement, je commencerai par vous raconter l'histoire de Berkshire. Nous verrons ensuite comment cette entreprise a réussi à délivrer 20% par an à ses actionnaires sur une période aussi longue. Et enfin, nous évoquerons le sujet clivant de la succession de Warren Buffett et l'avenir de Berkshire Hathaway. Attaquons tout de suite avec son histoire. Berkshire a commencé bien avant la naissance de Buffett. Cette entreprise trouve ses racines dans 2 sociétés de textile. Berkshire Cotton Manufacturing Company, fondée en 1839, et Hathaway Manufacturing Company, fondée en 1888. Ces 2 sociétés ont fusionné en 1955 pour devenir Berkshire Hathaway Incorporation, un grand producteur de textiles dans le Massachusetts, produisant près de 25% des besoins de la Nouvelle-Angleterre en coton. Malheureusement, l'année qui succéda à celle de la fusion fut terrible. C'était une entreprise traditionnelle avec de nombreuses usines, mais qui peinait à rester compétitive face à la délocalisation et à l'évolution de l'industrie. En moins de 10 ans, les pertes de Berkshire dépassèrent les 10 millions de dollars et le prix de son action chuta de moitié. Elle finit alors par se négocier à un prix inférieur à sa valeur comptable. Warren Buffett, alors jeune investisseur à la tête de son partenariat d'investissement, remarque cette opportunité. Il y voit un investissement value classique, stratégie qui lui vient de son mentor Benjamin Graham et que nous aurons l'occasion de redévelopper sur cette chaîne. Buffett en profite alors pour commencer à racheter les actions de l'entreprise en 1962. Quelques années plus tard, Buffett finit par se décider de se séparer des actions Berkshire. Le PDG actuel, Seabury Stanton, propose à Buffett de racheter ses actions à un prix de 11,50 $ l'unité. Buffett accepte verbalement l'offre et une poignée de main s'ensuit. Mais lorsque l'offre formelle arriva par écrit, elle était à 11,375 $ l'unité, soit 1/8 de dollar de moins. Ce petit changement a fortement déplu à Buffett. Il ne s'agissait pas de l'argent en soi, mais du principe de confiance brisé, démontrant l'absence d'intégrité du PDG actuel. Plutôt que de vendre ses actions, Buffett décide de faire l'inverse. Il commença à racheter encore plus d'actions de Berkshire sur le marché. Il en acheta tellement qu'il finit par prendre le contrôle total de l'entreprise en 1965. Une fois majoritaire, il renvoie Seabury Stanton du poste de PDG qu'il avait trahi. Buffett amorce alors une transition stratégique majeure. Il comprend vite que le textile est une impasse. Il décide alors de réallouer les capitaux générés par la revente de certaines des usines vers des secteurs plus prometteurs. En 1967, il fait son premier grand achat, National Indemnity Company, sa première compagnie d'assurance. C'est une décision fondatrice. Le float, l'argent collecté entre le versement des primes d'assurance et le remboursement des sinistres, devient une arme d'investissement puissante de Buffett. Dans les années 70, Charlie Munger, ancien avocat d'affaires, rejoint Berkshire Hathaway au siège de vice-président. Ce nouvel associé exerça une influence intellectuelle majeure sur la stratégie d'investissement de Berkshire. Il l'a orienté vers l'achat d'entreprises exceptionnelles à un prix raisonnable, mais surtout, écoutez bien, possédant un avantage concurrentiel durable, aussi appelé moat par nos voisins anglais en référence à la douve de protection des châteaux forts. Encore une notion que nous réaborderons sur cette chaîne. Dans les années suivantes, Buffett et Munger utiliseront les flux de trésorerie de Berkshire pour racheter de nouvelles entreprises à fort moat. Nous pouvons par exemple citer la célèbre fabrique de confiserie Siscandy, le journal The Washington Post ou encore l'assureur automobile Geico.
En 1985, Buffett et Munger ferment définitivement les activités de textile. Après avoir abandonné l'activité opérationnelle historique de Berkshire, nos deux associés étaient loin d'être sans ressources. Ils continuèrent d'utiliser les revenus générés par les premières acquisitions, ainsi que le flottant des compagnies d'assurance, pour acquérir de nouveaux business exceptionnels. Nous pouvons par exemple citer la compagnie de chemin de fer BNSF qu'ils acquièrent en totalité en 2009, la célèbre marque Coca-Cola qu'ils achètent partiellement dans les années 90, et plus récemment Apple en 2016. Au fil des années, Buffett et Munger continuèrent d'appliquer avec rigueur cette stratégie jusqu'à transformer Berkshire en un véritable conglomérat d'investissement. Essayons maintenant de comprendre le secret derrière la performance exceptionnelle de Berkshire Hathaway. Nous pourrions passer des heures à détailler et à expliquer pourquoi les actions de la société ont aussi bien performé ces 60 dernières années. Il faudrait en effet parler de l'intégrité à toute épreuve de Buffett et Munger, de la structuration décentralisée ultra efficace de Berkshire, ou encore de la capacité de Buffett et Munger à identifier et à valoriser des business exceptionnels. Mais le plus important de tous pourrait se résumer en 3 mots simples. Allocation de capital. Et oui, Berkshire Hathaway est avant tout une centrale d'allocation de capital. Chaque dollar généré par le groupe est analysé, pesé et réaffecté là où il produira le meilleur rendement, ajusté au risque. Pour mieux comprendre, sachez que les sources de capitaux de Berkshire proviennent de 3 pôles séparés. Premièrement, nous avons le revenu opérationnel des filiales. Ces filiales, détenues à 100%, génèrent chaque année des milliards de dollars de profit. Parmi elles, nous pouvons citer BNSF, Berkshire Energy ou encore Sisquandi. Ensuite, nous avons le flottant des compagnies d'assurance. C'est l'un des éléments les moins bien compris, mais le plus puissant du modèle de Berkshire. C'est une forme de levier sans dette et qui ne coûte presque rien. Aujourd'hui, ce flotte dépasse les 160 milliards de dollars. Buffett et Munger peuvent investir cet argent tant que les filiales d'assurance restent rentables. Et enfin, nous avons les revenus de portefeuille. Berkshire détient également des actions cotées, représentant aujourd'hui plus de 300 milliards d'actifs financiers. Parmi elles, nous avons Apple, Coca-Cola ou encore American Express. Ces investissements génèrent des dividendes réguliers, des plus-values latentes et une grande flexibilité pour gérer les liquidités. Chaque dollar de capital généré par ces 3 pôles a été collecté et étudié par la maison mère pour être réalloué selon 3 options. Option numéro 1, réinvestir dans les filiales existantes. Option numéro 2, acquérir partiellement ou totalement de nouvelles entreprises. Option numéro 3, racheter les propres actions de Berkshire. Et tout le génie de Buffett et Munger a été de savoir réallouer chaque dollar de flux de trésorerie dans une optique de création de valeur à long terme, avec une discipline constante, sans verser de dividendes et surtout, sans jamais recourir à l'endettement. Un exemple bien connu de choix d'allocation de capital qui fut plus que profitable est leur prise de participation dans Coca-Cola, qui a commencé juste après le krach de 1987. Alors que Coca-Cola s'échangeait à l'époque à un price earning de 15, Buffett et Munger, jugeant ce business comme exceptionnel et possédant un fort avantage compétitif durable, décidèrent d'accumuler un total de 1,3 milliard d'actions. Écoutez bien cela. À l'heure où je tourne cette vidéo, la position dans le portefeuille est valorisée à plus de 28 milliards de dollars et distribue chaque année environ 800 millions de dollars de dividendes, soit un rendement en dividendes sur le prix d'achat initial de plus de 50%. Grâce à leur stratégie d'allocation de capital, ils ont réussi au fil des années à réduire les pertes tout en évitant les investissements hasardeux, optimiser les rendements composés et transformer Berkshire en un véritable chef-d'œuvre de capitalisme. Mais qu'en est-il maintenant de l'avenir de Berkshire Hathaway ? Depuis plusieurs années, une question revient sans cesse parmi les investisseurs. Que deviendra Berkshire après Warren Buffett et Charlie Munger ? Charlie Munger nous a quittés en novembre 2023 à l'âge de 99 ans. Et Warren Buffett, quant à lui, s'apprête à souffler ses 95 bougies cette année. Alors forcément, on se demande, et maintenant ? Laissez-moi vous proposer quelques éléments de réponse. Lors de l'Assemblée générale du 2 mai 2025, ce qui était en préparation depuis longtemps est devenu officiel. Warren Buffett s'est retiré de son poste de CEO et Greg Abel lui succède à la tête de l'un des plus grands conglomérats du monde. Greg Abel travaille auprès de Buffett et Munger depuis plus de 20 ans
et sa trajectoire au sein du groupe est exemplaire. En effet, Greg est issu de Mid-American Energy Holdings, une société énergétique dans laquelle il travaillait depuis 1992. Mid-American Energy Holdings devient ensuite une filiale de Berkshire Hathaway en 2000. À ce moment-là, Buffett identifie Greg comme un leader naturel, rigoureux, avec une excellente capacité d'exécution. Mid-American change de nom pour devenir Berkshire Hathaway Energy, que Greg Abel continue de diriger. Sous sa direction, Berkshire Hathaway Energy devient un acteur majeur de l'énergie aux États-Unis et gagne la confiance absolue de Buffett et Munger. Il démontre en effet ses capacités de gestion exceptionnelles. En janvier 2018, Greg Abel est nommé vice-président de Berkshire Hathaway, chargé de superviser toutes les opérations de non-assurance du groupe. Il devient ainsi le numéro 2 officiel du groupe. Mais en vérité, Greg Abel était déjà pressenti dans les années 2010 pour prendre les rênes de Berkshire Hathaway avant d'être officiellement désigné successeur en mai 2021 par Buffett et Munger. Je cite Warren Buffett. « Si quelque chose m'arrive ce soir, c'est Greg Abel qui prend les rênes demain matin. » Ou encore, « Greg comprend les détails des opérations de Berkshire mieux que moi. Et croyez-moi, je connais très bien ces opérations. » Greg est extrêmement intelligent, est un homme intègre et comprend l'allocation de capital aussi bien que moi. Et je vous le rappelle, l'allocation de capital est la clé de voûte de la performance de Berkshire Hathaway. Le choix de Greg Abel est finalement un choix qui s'est fait sur plusieurs années. Un choix qui est juste et qui s'inscrit dans la lignée de la philosophie d'investissement de Buffett et Munger. C'est finalement également un choix d'allocation de capital. Un choix d'allocation de capital humain. Et compte tenu de la pertinence des choix de Buffett et Munger par le passé, il serait très difficile de penser que Greg Abel ne serait pas à la hauteur. En conclusion, Berkshire Hathaway était une entreprise de textile en difficulté, qui a été transformée en un conglomérat d'investissement. C'est aujourd'hui une philosophie de gestion du capital, un modèle unique qui a permis de transformer chaque dollar investi en 1965 en plus de 50 000 $ aujourd'hui. Et le plus impressionnant, Berkshire reste solide financièrement, extrêmement diversifié, bien géré et toujours capable de croître, même sans Warren Buffett. Maintenant, la question à 1 million de dollars qui vous brûle les lèvres. Si comme Maurice en 1965, j'investis aujourd'hui 1000 $ sur Berkshire Hathaway, combien aurais-je dans 60 ans? Alors soyons honnêtes, le principal problème de Berkshire aujourd'hui est sa taille. Trouver des opportunités attractives et concentrées pour ensuite déployer 180 milliards de dollars de float est presque impossible. Il est donc très peu probable que Berkshire continue de délivrer 20% par an en moyenne au cours des 60 prochaines années. Ce qui est plus sûr, cependant, c'est que ce conglomérat restera profitable, continuera de perdurer et sera l'un des seuls à rester debout en cas de tempête. Malheureusement, je n'ai pas de recette magique pour vous faire gagner 55 millions de dollars du jour au lendemain. Mais ce que je peux vous offrir, ce sont des clés. Des clés pour mieux comprendre, mieux décider et peut-être un jour tomber sur le futur Berkshire Hathaway. C'est exactement ça, la mission de Page et Liberté. Vous donner les outils pour penser, investir et faire fructifier votre patrimoine en toute liberté. Si cette vidéo vous a plu, sentez-vous libre de liker, de commenter, de partager bien sûr, et de vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Page et Liberté.